Jamil est passé d'un squat à 140 kg avec pas mal de douleurs au genou qui lui impactaient même sur ses lendemains de séance à pouvoir déjà faire une compétition de force athlétique et sortir un squat à 177 kg et demi sans douleur et sans forcément d'impact sur les jours suivants, sur les semaines d'entraînement suivantes. Je vous explique comment on a fait pour passer de ce premier point, de ce premier stade au deuxième. Dans cette vidéo, je vous partage les clés, les éléments qu'on a mis en place pour sa réhab. Donc déjà, petite mise en situation. Donc Jamil est venu vers moi. Donc là, il a fait la comp il y a bientôt un mois. Il est arrivé vers moi il y a 2 mois. Du coup, ça fait 2 mois bientôt qu'on travaille ensemble. Il est arrivé vers moi avec pas mal de problématiques au niveau du genou. C'est une zone qui, pour lui, a toujours été problématique. Ça fait mais depuis tellement longtemps qu'il souffre de douleurs au genou, non seulement lors de ses entraînements, forcément, il sent que c'est quelque chose qui lui limite pour progresser et sur le squat et tout simplement sur tous les exercices qui puissent engager les jambes, mais aussi dans sa vie de tous les jours. En lendemain de séance au squat, il a les genoux en compote, d'accord ? Lorsqu'il descend des escaliers, lorsqu'il s'accroupit, même pour aller prendre un objet dans le sol ou pour s'accroupir, pour faire ses lacets par exemple, c'est des choses qui lui faisaient mal, d'accord ? Tout ce qui impliquait de la flexion de genoux, même si c'était à vide. Donc forcément, il est arrivé à un point où il s'est dit, il faut que je consulte, il faut que je fasse quelque chose, parce que là, c'est plus une question de squat plus ou moins lourd, mais aussi quelque chose qui m'impacte dans mon quotidien et forcément quelque chose que pour l'instant, je n'ai pas réussi à soulager. Pourtant, il avait déjà fait de la kiné, il avait déjà testé des étirements, il avait déjà testé de se mettre au repos et d'arrêter de squatter pour voir si ça allait mieux. Et il avait déjà, avec son coach, qui avait fait des adaptations sur la prog pertinente. Forcément, parfois, elles ne suffisent pas. Et dans son cas-là, il fallait faire un travail complémentaire en réhab. Jamil avait déjà essayé tout ça et malgré ça, on a réussi à avoir des résultats. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Tout d'abord, on a fait un bilan pour déjà comprendre ce qui posait problème. Là, je vous dis, c'est une tendinopathie patellaire, mais avant le bilan, on savait pas forcément ce que c'était. Donc forcément, lors du bilan, il m'a expliqué le type de douleur qu'il avait, etc. Sur quel mouvement il avait mal, à quel endroit il avait mal. On a fait des tests pour évaluer si, en effet, moi déjà, ça me faisait penser à une tendinopathie patellaire, ou si ça pouvait être autre chose. Donc on a fait des tests pour confirmer ça, mais aussi pour essayer de refuter ça. C'est-à-dire de dire, est-ce qu'on teste pas d'autres choses, voir si c'est aussi positif, qui peut-être nous feront nous dire, c'est peut-être pas une tendinopathie patellaire, donc le traitement serait différent. En effet, c'était une tendinopathie patellaire. On ne s'est pas arrêté là, parce que certes, c'est bien de regarder le genou, mais au-delà de l'état du tendon et du tendon patellaire, qu'est-ce qui peut affecter la répartition des contraintes lors du squat ? Pourquoi est-ce que ce tendon patellaire est en train de prendre tellement de contraintes ? Pourquoi est-ce qu'il est douloureux ? Certes, déjà parce qu'il n'est pas capable d'encaisser toutes les contraintes qu'on lui impose, mais est-ce qu'on n'est pas en train de lui imposer davantage de contraintes par rapport à une répartition théoriquement harmonieuse ? C'est ce qu'on est allé regarder et c'est pour ça qu'on a évalué sa fonction de hanche en termes de mobilité et de force et aussi sa fonction de cheville. Et en fait, ce qu'on a trouvé qui n'allait pas ou qui allait un peu moins bien ou 2 axes sur lesquels il fallait travailler, c'était sa mobilité de hanche. Surtout en rotation interne, il y avait les deux dans son cas à travailler, mais pour le squat, il y avait surtout en termes de répartition des forces la mobilité en rotation interne de hanche. Et quand je dis mobilité, c'est l'amplitude, mais aussi le fait d'appliquer de la force là-dedans, d'accord ? Et sa flexion dorsale de cheville, d'accord ? On sait que le fait de manquer et d'avoir un déficit important de flexion dorsale de cheville est un facteur de risque pour des douleurs de genoux et donc des tendinopathies patellaire. Donc c'est aussi quelque chose qu'on a travaillé et qu'on a développé. Donc vous voyez, si vous avez des douleurs de genoux, c'est pour ça que c'est important d'obtenir un bilan, parce que parfois il y a ces 2 facteurs-là, ou même il y a d'autres facteurs qu'il faut évaluer pour voir s'il n'y a pas un impact sur la réhabilitation du genou. Sinon, vous allez juste traiter le genou et parfois ça va très bien marcher et forcément c'est la base, mais parfois le fait d'avoir des petits compléments, ça vient renforcer, potentialiser tout le travail que vous faites au niveau du genou. Donc c'est ce que je vous ai mis ici. Le corps, C-O-R-E, donc le cœur de la réhab, allait être sur le travail structurel, antalgique et puis fonctionnel aussi du tendon patellaire. Donc avec des exercices au début sur une mise en tension très prolongée, avec de l'iso long,
à faible charge, parce qu'au début il tolérait mieux, avec du tempo, d'accord, mais tout ce qui met en tension, que ce soit un iso ou pas, le tendon de façon prolongée va lui faire du bien, d'accord, dans son cas parce qu'il arrivait avec pas mal de douleurs et c'est ce qui lui a fait du bien. Petit à petit, on est passé sur le fait d'intensifier ces exercices-là parce qu'il les tolérait bien. On a validé, disons, le niveau 1, on est passé au niveau 2. On a gardé toujours des exercices en mise en tension prolongée, mais cette fois-ci, on a augmenté l'intensité. Et en fait, on a gardé des jours à haute intensité où vraiment on pouvait envoyer en termes de force appliquée et avoir davantage d'adaptation au niveau du tendon qui allait pouvoir nous aider, et des jours où pour pas trop impacter sa récup, mais quand même garder un stimuli qui allait faire du bien au tendon, en gros, continuer à travailler, mais sans forcément impacter l'aspect fatigue-récup pour ne pas faire de la haute intensité tous les jours. On a cyclé ces séances de réhab entre des jours à haute intensité et des jours à basse intensité. Pendant ce temps-là, forcément, Jamil continuait le squat. Le but, c'était de ne pas arrêter, mais de voir si juste ce qu'on mettait en place en réhab impactait de façon positive son squat. Et c'était le cas, donc on s'est pas vu obligé à arrêter. Vous savez très bien, si vous suivez un minimum la chaîne, je ne suis pas fan d'arrêter le mouvement qui fait mal. On voit déjà s'il y a des choses qu'on peut implémenter qui nous permettent d'avoir moins de douleur. Et dans un deuxième cas, avant de l'arrêter, on va l'adapter. On va essayer de trouver des variations qui diminuent les contraintes, l'amplitude, etc. D'accord ? Ainsi que le fait de manager tout simplement le stress et la charge d'entraînement. Dans un troisième temps, si cela n'aboutit à rien, là, on voit si on arrête le mouvement ou si on réduit la fréquence du mouvement ou pas. Accessoirement, on a fait un travail, comme je vous ai dit, de mobilité de cheville et de hanche, mais vraiment, si vous avez ce type-là de douleur, le cœur de la réhab reste ça. D'accord, ces exercices de mise en tension prolongée, notamment au début, qu'après vous pouvez faire évoluer en termes d'intensité, en termes d'amplitude et en termes de tempo aussi. Le but, c'est pas de rester uniquement sur ça. Il faudra aller travailler d'autres fonctions du tendon et donc c'est pour ça qu'il faudra aller travailler d'autres choses. Mais pour l'instant, c'est ça qu'on a mis en place avec Jamil et c'est ça qui nous a permis d'atteindre au bout d'un mois un squat à 177 kg pain-free en compétition. Donc, dès les premières séances, qu'est-ce que ça a donné ? Diminution de la douleur, et clairement, c'était des choses qui n'avaient pas encore mis en place et donc qui ont très bien marché parce que c'est des choses qui marchent très bien, on va pas se mentir, même si c'est pas, ça fait pas tout, c'est le début du traitement. Mais déjà, très vite, il a pu re-encaisser des squats à 140 où ça se passait très bien en termes de douleur. On était sur un seuil assez léger. Vous voyez, troisième séance d'affilée avec un squat à 140, chose qui pour lui avant, ça allait lui impacter pendant plusieurs entraînements. Et malgré le fait d'être sur la troisième séance, ses douleurs ne sont montées que à 3,5, d'accord ? Et après, forcément, il a réussi à garder le même niveau de douleur, mais en augmentant les charges. Il y avait une compétition, donc on avait tout intérêt à augmenter les charges. Tant qu'on restait sur ces niveaux-là de douleur, pour moi, ça me posait pas de problème. Il n'y avait pas de risque d'empirer ses douleurs ou d'empirer l'état de son tendon. Ce qui est positif aussi, c'est que la douleur le lendemain de séance et dans son quotidien s'est vu atténuer, voire est carrément disparu. Et ça, c'était aussi un très bon marqueur. Et c'est un marqueur qui nous a permis de dire on peut continuer sur ces niveaux de la douleur à l'entraînement parce que maintenant, ça ne t'impacte plus sur le lendemain ou ça t'impacte beaucoup moins sur le lendemain. À la limite, il y avait quelques raideurs, mais rien à voir avec le début. Donc, on pouvait travailler en toute sécurité avec ces douleurs. Et à ce moment-là, avec son coach, Hugo, ils envisagent tous les deux de pouvoir faire une compétition. Il y avait une compétition proche de chez lui, il me semble 4 semaines plus tard, le début de la réhab. Et ils m'ont demandé, bon Brian, je sais que c'est un peu tôt, ça fait que quelques jours qu'on travaille en réhab. Est-ce qu'on peut quand même se lancer sur une compétition et on verra si sur le squat, ce que ça donne, si le jour J, on met plus, moins lourd, on met complètement un truc super léger histoire de pas irriter le genou. Je leur ai dit bon, pour moi pas de souci, inscrivez-vous à la comp, on verra comment ça avance. Moi j'étais convaincu que ça allait avancer dans le bon sens et que le jour de la comp il allait pouvoir sortir quand même des bonnes barres, d'accord, et que même s'il avait un peu mal pendant, finalement ça allait pas impacter tellement la réhab, d'accord. C'est pas une question de une séance ou de une compétition qui aille impacter la réhab après pendant plusieurs semaines. Au pire ça l'aurait impacté pendant 3, 4, 5 jours, mais je pense que le rapport bénéfice-risque était favorable dans ce cas-là. Et l'objectif était à ce moment-là de pouvoir squat sans être pénalisé sur les autres lifts. Parce que ça lui arrivait de squatter relativement lourd, mais après être impacté sur son bench. Ça n'a pas été le cas le jour de la comp, ni d'ailleurs pendant ce premier mois de réhab qu'on a fait ensemble. Finalement, qu'est-ce que ça a donné le jour de la compétition? Donc un mois plus tard,
après avoir commencé le travail de réhab, il a fait son opener avec des douleurs quand même un peu plus importantes à 4 sur 10. Puis après, aucune douleur sur la deuxième et troisième barre. D'accord? Je pense que peut-être soit il s'est fait un peu plus peur sur l'opener, ou j'ai vu aussi sur la vidéo qu'il descendait un peu plus vite. Il y avait une notion un peu plus importante de rebond, forcément. Donc je pense que ça a dû jouer. Mais en tout cas, déjà deuxième, troisième barre, pas de douleur. Et surtout, ce qui a été très positif, c'est que le lendemain de la séance, il n'a pas été énormément impacté en termes de douleur. Il a eu quelques raideurs, mais c'est pas quelque chose qui l'impactait sur les entraînements d'après. Et ça, je pense que ces deuxième et troisième barres, donc troisième barre quand même à 177, ça l'aurait impacté bien plus qu'avant, d'accord, sur s'il n'avait pas fait de rep tout simplement. Donc ça c'est vraiment le marqueur au-delà du fait d'avoir fait la douleur pain-free sur le moment parce qu'on se dit parfois il y a l'adrénaline etc. Il n'a pas eu de douleur après, il n'a pas eu de douleur sur les autres mouvements et il n'a pas été impacté négativement sur le lendemain. Et ça il n'y a pas l'adrénaline qui joue sur ça. Donc ça c'est quelque chose de très positif. Et c'est peut-être le marqueur le plus important au-delà du pain-free à 177 qui est le plus sexy à vendre. D'accord ? Mais bon. Surtout c'est ça qui était positif, hein, comme je vous disais. Le but après, des semaines d'après, ça a été d'augmenter le stress et le nombre d'adaptations. Vu que il y avait pas cette compétition là, il y avait plus cette compétition, on pouvait entre guillemets prendre un peu plus de risques sur les exos de réhab, de pouvoir impacter les séances squat, mais on savait que ça allait être quelque chose d'intéressant sur le long terme, d'accord. Donc ça c'est par la suite, c'est le mois d'après dont je ne vais pas vous parler sur cette vidéo. Je vous dis déjà que au bout d'un mois, ces mêmes résultats qu'il avait à 140 où il arrive à encaisser plusieurs séances à 140 d'affilée, là il arrive à encaisser des séances où il fait des squats à 150 kg sur plusieurs reps et donc petit à petit le seuil avec moins de douleur encore, le seuil de tolérance, il arrive à tolérer de mieux en mieux, il arrive à squatter de plus en plus lourd sans forcément être impacté sur le lendemain de séance. Donc ça continue de bien évoluer. Voilà, donc c'était le cas de Djamil. J'espère que ça vous a plu, que ce sera utile pour vous s'il y en a qui sont intéressés pour, comme a fait Djamil, faire le pas et tout simplement passer à l'action pour commencer une réhab et commencer à soigner vos douleurs. Il suffit de m'envoyer un message sur Instagram et je vous expliquerai comment ça se passe. Je vous dis à la prochaine. Ciao.